Bonjour à tous, donc soyez les bienvenus pour cet épisode 2. Si par hasard il y en a qui se sont connectés, qui n'ont pas vu l'épisode 1, eh ben, je vous invite à utiliser le replay qui est sur notre chaîne YouTube. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir vu l'épisode 1 pour assister à l'épisode 2 aujourd'hui, mais il y a quand même des notions où il y aura quelques références. Donc, sur le déroulé, comme le premier format, donc c'est essentiellement moi qui vais vous présenter quelques notions. Je cible 20 minutes de présentation, puis 20 minutes de questions-réponses. S'il y en a un petit peu plus, on débordera, mais voilà, on essaye de tenir strictement le timing puisque vous nous accordez un petit peu de temps sur votre temps du midi. Donc on va respecter ça le plus strictement possible. Au niveau des questions-réponses, moi, je ne pourrai pas les suivre puisque je vais être sur la présentation, mais vous pouvez les poser dans le chat. Donc, Guillemette suivra les questions. S'il y a des choses qui nécessitent une réponse immédiate à chaud, elle m'interrompra et ce sera avec plaisir. Et sinon, on y reviendra dans la partie questions-réponses à la fin. Donc, je vous partage mon écran. Voilà, normalement, vous avez maintenant la présentation en plein écran. Donc, épisode 2, qu'est-ce qu'on traite aujourd'hui? On va parler de smart contract et de la blockchain Ethereum en particulier rapidement au début. Et ensuite, on va rentrer dans le jargon crypto. L'idée du jargon crypto, ce n'est pas juste de faire du jargon, c'est que ça va nous permettre aussi d'aborder quelques notions fondamentales. Donc, on a parlé dans l'épisode 1 de la genèse de la blockchain et de la blockchain telle qu'on la connaît aujourd'hui, parce qu'on est à nouveau strict sur le terme technologie blockchain, c'est une technologie qui est ancienne, qui a quasiment une quarantaine d'années. Mais quand on dit blockchain aujourd'hui, c'est l'ensemble du fonctionnement qu'on connaît dans le monde des crypto-monnaies et qui a été mis au point pour rendre Bitcoin possible. Et donc, la blockchain Bitcoin, elle a été conceptualisée avant tout pour permettre le fonctionnement de Bitcoin. Et Ethereum est aussi un élément extrêmement important puisque c'est une blockchain qui a été conceptualisée dès le départ pour être aussi au service des autres. Alors, je dis aussi parce que il y a beaucoup de choses qui sont au service du projet en lui-même, mais vous allez voir, ça a été conceptualisé pour qu'on puisse venir bâtir des business models sur la blockchain Ethereum. Donc, ça ne veut pas dire que Bitcoin ne sait pas faire la même chose. La blockchain Bitcoin, elle serait capable de porter un certain nombre d'usages qui sont aujourd'hui sur Ethereum et sur d'autres blockchains, comme les smart contracts qu'on va évoquer, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a des décisions qui sont à prendre et des développements à faire. Voilà. Et donc, Ethereum, dès le départ, a été conçu pour que des gens viennent y bâtir des business. Et en particulier avec la notion de smart contract. Donc, un smart contract, qu'est-ce que c'est? C'est un contrat intelligent. Jusque-là, j'ai plutôt enfoncé une porte ouverte. Et en fait, ce programme intelligent, il peut être codé pour exécuter un certain nombre de tâches de façon automatisée ou conditionnelle. Et à la suite de ce codage, il peut être envoyé sur la blockchain. Envoyé sur la blockchain, ça veut dire que tout le monde peut lire comment ce smart contract a été conçu et quelles sont les règles qu'il va appliquer. Et une fois qu'il est sur la blockchain, on ne peut plus y toucher. Depuis, il y a des choses qui ont été un petit peu ajustées parce que parfois, quand on voulait faire évoluer, ce n'était plus possible. Mais voilà, les premiers smart contracts dans la version pure, c'est envoyé sur la blockchain et on ne peut plus y toucher. Donc, par exemple, que peut faire un smart contract? Alors, je vais prendre un exemple qui va tous vous parler. Eh ben, il peut séquestrer une somme d'argent qui est envoyée par un acheteur. Il séquestre l'objet de la vente. Alors, l'objet de la vente, ça peut être un objet digital ou ça peut être éventuellement un acte de propriété. Et une fois qu'il a l'argent d'un côté et l'objet de la vente de l'autre, eh ben, il procède à l'envoi de l'argent au vendeur et l'envoi de l'objet à l'acheteur.
Ce genre d'exemples font dire parfois que la blockchain va faire disparaître les notaires. Alors, jusqu'à maintenant, on n'a vu nulle part que le monopole des notaires était terminé et qu'on allait compter sur des smart contracts pour faire des transactions. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, c'est qu'au-delà de ça, un notaire, ça fait quand même un certain nombre de choses bien en amont de ce moment où il y a l'échange de l'objet et des fonds, et que ça, un smart contract ne sait pas encore faire ça. Alors, il y a d'autres blockchains basées sur le même principe qui ont vu le jour pour concurrencer Ethereum. Pourquoi? Parce que Ethereum a été un peu dépassé par son succès. Et donc, qui dit dépassé par son succès, dit incapacité à répondre à la demande de nombre de transactions. Et les transactions, elles se font soit dans un ordre chronologique de demande, soit on peut les accélérer en augmentant la somme d'argent qu'on utilise pour payer les frais. Et donc, Ethereum est devenu une blockchain très chère à utiliser. Et donc, il y a plein de gens qui se sont dit, tiens, là, il y a une opportunité. Donc, j'ai mis quelques exemples, hein, c'est de loin pas les seuls. Cardano, qui a été créé par un cofondateur d'Ethereum, Solana, Elrond, la Binance Smart Chain. Dans certains cas, c'est le cas de la Binance Smart Chain, elle fonctionne sur la machine virtuelle d'Ethereum. C'était de l'open source, donc ils ont récupéré la machine virtuelle qui était de l'open source, ils ont rebâti une blockchain avec ça. Et rappelons-nous quand même le fondamental avant le sujet de la spéculation qui a entouré les crypto-monnaies, c'est plus une blockchain est utilisée, plus le besoin de sa crypto-monnaie monte, parce qu'à la base, à quoi sert un Bitcoin, à quoi sert un Ether? C'est à payer les frais d'usage de la blockchain, d'abord à ça, avant toute autre chose. Et donc, plus on attire de clients, plus il y a de cas d'usage, plus on est utilisé, forcément, plus il y a de personnes qui veulent acquérir le jeton, et donc plus il prend de la valeur. Voilà, donc une petite entrée en matière sur Ether. Et donc là, voilà, un petit do you speak crypto. Alors, ce n'est pas forcément que crypto, hein, il y a des termes qu'on voit dans d'autres univers, en particulier de la finance. Voilà, mais j'essaie de brasser un peu large sur qu'est-ce qu'on peut rencontrer quand on se promène sur un Twitter crypto, sur un projet crypto. Alors, HODL, alors ça, vous l'avez forcément déjà vu si vous vous intéressez un peu à la crypto. Et c'est marrant, ça ressemble à hold avec une faute d'orthographe. En fait, c'est exactement ça à la base. Hein. HODL, c'est hold avec une faute d'orthographe. On voit un petit peu les deux termes qui se remplacent l'un l'autre. Et donc ça, c'est dans le monde crypto, le fait d'acquérir et d'investir sur du long terme. Donc, j'achète du Bitcoin et je hodl, donc je le garde pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans. Voilà, il y a même des gens qui disent j'emporterai mes Bitcoins dans ma tombe. Pas trop l'intérêt. Voilà, donc ça, c'est un premier terme qu'on rencontre beaucoup. Alors, tiens, il y a d'avoir un micro, Guillemette, si tu peux jeter un coup d'œil. Je pense un micro ouvert. Alors, le FOMO, qui n'est pas spécifique à la crypto, hein, c'est le Fear of Missing Out. Donc là, c'est génial, il y a un projet qui cartonne, il y a le cours d'une crypto qui s'envole, je suis en train de rater le train. Et donc, j'investis au moment où la courbe monte le plus fortement, et donc au moment où le risque est maximal, puisque quand ça monte très fort, il y a un risque à peu près équivalent que ça redescende aussi fort. Et son antagoniste, le FUD, donc Fear, Uncertainty and Doubt. Donc là, c'est au contraire, le marché baisse et je me demande si il faut que je m'accroche, s'il faut que je hodl justement, ou s'il faut surtout que je vende tout mon portefeuille. Dior, rien à voir avec la haute couture. Alors ça, pareil, on le voit beaucoup. On le voit beaucoup chaque fois que quelqu'un pose une question du type dans quoi il faut que j'investisse, qu'est-ce qu'il faut que j'achète, à quel moment il faut que je fasse telle ou telle chose. Et donc souvent, on voudrait cet acronyme Dior qui est Do Your Own Research. Voilà, puisque de façon générale, on n'investit pas, c'est un principe dans ce qu'on ne comprend pas. Et dans le monde de la crypto, je veux dire encore plus, parce que c'est un monde naissant, c'est un monde qui est très jeune. Hein. N'oublions pas que l'acte fondateur, il n'a pas encore 15 ans. Et donc, il y a un taux de déchets extrêmement élevé. Et il ne faut pas hésiter à se faire aider, puisque parfois, dans le Dior, il faut rentrer un peu dans la technique.
et c'est compliqué. Et c'est pareil, quand on veut mener un projet dans une entreprise et qu'on se pose des questions du style sur quelle blockchain bâtir mon projet, eh ben, ce n'est pas toujours facile de répondre à cette question seul. Et il ne faut surtout pas que ce soit un technicien qui réponde tout seul à cette question. Parce que voilà, on peut vraiment avoir des regards qui sont différents. Nous, on a eu cette réflexion, on va en dire un petit mot tout à la fin avec Guillemette et Gary qui est avec nous quand on a fait ce choix-là pour l'entreprise qu'on crée ensemble. Ce n'est pas qu'une question de technique, il y a aussi des vraies questions de pérennité, de stratégie, d'usage. Voilà, donc le Dior, c'est en conjuguant des compétences. ATH, all-time high, donc là, c'est le record historique de cours qu'a atteint une crypto ou une action. WAGMI, alors ça, vous le voyez pas mal en ce moment, hein, c'est un peu le cri de ralliement, le marché se casse la gueule, c'est la panique, je suis au bout de ma vie, mon portefeuille est dans le rouge tous les jours. Vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez voir WAGMI, c'est We are gonna make it, c'est on va s'en sortir, accrochez-vous, on se serre les coudes, ça va bien se passer. Le DCA, voilà, c'est pas beau, c'est pas drôle, ça fait rêver personne, mais ça reste quand même le truc le plus sécure quand on fait de l'investissement. Hein. Donc, j'en mets un petit peu de façon régulière et j'évite de vouloir être plus malin que tout l'univers à acheter la crypto pile quand elle est au plus bas et la vendre quand elle est au plus haut. C'est le meilleur moyen d'acheter au plus haut et de revendre au plus bas. Et enfin, le DCA, ce n'est pas typiquement crypto. Non plus, tout à fait. C'est comme ATH, ce n'est pas typiquement crypto. Voilà, c'est juste qu'il y a effectivement pas mal d'outils aujourd'hui dans l'investissement classique qui facilitent le DCA. Hein. Vous avez des prestataires qui vont faire un prélèvement tous les mois, qui vont investir pour vous. Dans le monde de la crypto, c'est encore pas très développé, donc c'est quelque chose qu'on gère un peu plus soi-même. Mais oui, ça aussi, c'est pas spécifique. Et enfin, dernier élément que je vais commenter sans illustration, c'est ce qu'on appelle les tokenomics. Alors ça, c'est hyper important. On ne peut pas s'intéresser à un projet, encore moins investir sur un projet quand on ne s'est pas intéressé aux tokenomics. Donc, les tokenomics, c'est quoi? C'est, on va dire, la thèse monétaire d'un projet. Donc, on va vous dire, ben voilà, sur ce jeton, on prévoit d'en émettre tant, on prévoit de les émettre à tel rythme, on prévoit de les émettre sous telles conditions, parce que vous pouvez avoir deux projets qui se ressemblent énormément, sauf qu'il y en a un qui a capé le nombre de tokens qu'il peut émettre et l'autre pas. Donc déjà là, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour se rendre compte que quand quelqu'un vous dit ben voilà, il y a un nombre limité, ça ne sera jamais plus que ça, et actuellement, il y a en circulation 80% du nombre de tokens maximal qui existeront, et l'autre qui vous dit ben, en fait, on est sur un token inflationniste et on peut en créer à volonté. Voilà. S'il y en a qui se demandent c'est quoi la différence, bah, c'est la planche à billets de la BCE et de la Fed pendant le Covid. Voilà, vous constatez malheureusement comme moi aujourd'hui que ça a quelques effets collatéraux. Voilà. Et un des éléments extrêmement forts du livre blanc de Bitcoin, c'est les fameux 21 millions, hein, donc les 21 millions de Bitcoin qui sont le nombre maximal, qui ne sera donc jamais atteint. Hein, il restera toujours une fraction qui sera impossible à miner. Voilà. Mais donc, les tokenomics, on ne peut pas parler d'un projet dans le monde de crypto, même dans le monde de la blockchain reposant sur un token, sans aller lire les tokenomics du projet. Et d'ailleurs, si vous allez sur les annuaires type CoinGecko, type CoinMarketCap, c'est une info qui est systématiquement présente. Voilà, et 4 notions que vous avez en rouge sur la slide, sur laquelle que je vais commenter avec un petit peu d'illustration visuelle par la suite. Donc, Proof of Work, Proof of Stake, la DeFi, avec une de ses composantes qui est l'Impermanent Loss, Layer 0, 1, 2 et les NFT. Je surveille le chrono. Alors, Proof of Work, Proof of Stake. Qu'est-ce que c'est? Ce sont deux mécanismes de consensus. Donc, vous savez que le fonctionnement des blockchains, et si vous ne le savez pas, allez voir l'épisode 1. Le consensus des blockchains s'appuie sur des validateurs.
Et ces validateurs, ils ont un mode de sélection. Donc, ils prouvent qu'ils sont légitimes à venir faire de la validation. D'où le mot proof en Proof of Work et Proof of Stake. Dans le Proof of Work, on va prouver sa légitimité par le travail, ça porte bien son nom. Et donc, si on prend Bitcoin, il y a des équations extrêmement complexes à résoudre pour résoudre un bloc. On utilise pour ça des machines puissantes, de l'énergie. Et donc, le fait qu'on y arrive et qu'on montre qu'on a cette capacité à fournir le travail nécessaire, c'est ce qu'on appelle le Proof of Work. Et d'autres disent c'est un peu une preuve d'énergie. Hein, il y a beaucoup de travail à faire, donc beaucoup d'énergie consommée. Voilà, et c'est comme ça qu'on va prouver sa légitimité à être un validateur. Et au démarrage de Bitcoin, ça se faisait avec un PC classique comme celui que vous avez devant vous. Et au fur et à mesure, ça nécessite des PC de plus en plus puissants et designés exprès pour ça, qu'on appelle des ASIC. Le Proof of Stake, alors là, c'est très différent. On va prouver sa légitimité en mettant en garantie de sa bonne foi des jetons qu'on a achetés. Donc, le principe, c'est de dire, voilà, moi, je crois au projet Elrond, par exemple, et je montre que je crois en ce projet en achetant une certaine somme de GLD, qui sont la crypto native de cette blockchain, et je les mets en stacking pour former un nœud de validation. Alors, faire un nœud tout seul, c'est souvent très cher. Il y a des prestataires aujourd'hui qui vont prendre les crypto-monnaies de différentes blockchains de pas mal d'utilisateurs, les agréger ensemble. Et donc, on va récupérer une partie des récompenses de validation au prorata des jetons qu'on a mis. Donc, on a une faible consommation d'énergie, hein, puisque là, pour le prouver, c'est j'ai acheté, j'ai mis en gage quelque part mes crypto-monnaies. Et il faut avoir un prestataire sérieux, puisque si vous n'êtes jamais disponible et en gros que le travail est mal fait, vous pouvez être pénalisé. Et donc pénalisé, ça veut dire potentiellement perdre des sous. Voilà, donc voilà les deux grands consensus existants. Et ce n'est pas anodin, ce choix. Ça vient vous positionner sur ce qu'on appelle le trilemme des blockchains. Et donc, tout projet vient se positionner dans ce triangle. Et on n'a pas encore trouvé le truc magique qui vous positionne aux 3 points du triangle en même temps. Donc, si on parle de sécurité et de décentralisation, aujourd'hui, le top là-dedans, c'est Bitcoin. Voilà, parce que quand on dit que le Proof of Work est plus inexpugnable que le Proof of Stake, peu difficile à attaquer. Par contre, sur Bitcoin, on a un vrai problème de scalabilité. Ethereum était un peu dans le même cas que Bitcoin, en Proof of Work. Et là, vous avez peut-être entendu parler de Ethereum 2.0 ou de The Merge. Et donc ça, c'est un très gros projet qui occupe Ethereum depuis plusieurs années, qui pourrait, toujours au conditionnel, voir le jour d'ici la fin de l'année. Et donc, The Merge, c'est la bascule d'Ethereum du Proof of Work au Proof of Stake. Et c'est quelque chose que tout le monde regarde avec beaucoup d'espoir et de crainte, parce que c'est un projet... c'est une blockchain colossale, Ethereum. En termes de volume de transactions, elle est très très loin le leader. Et donc, voilà, c'est un peu une opération à cœur ouvert sans anesthésie, hein, de merge. Voilà, donc voir si on est capable de faire une bascule aussi structurante sur un projet aussi énorme, c'est clé. Et donc, si on revient sur Bitcoin, donc un problème de scalabilité, donc ça a donné naissance à une seconde couche, le Lightning Network, qui lui est venu amener de la scalabilité dans le monde de Bitcoin. Ce qui nous amène naturellement à la notion suivante, qui est layer 0, 1 et 2. Alors, comme vous le montre l'image ou pas, il n'y a pas de deuxième couche à l'intérieur des blockchains. Hein, donc, petite dédicace au Père Noël. Alors, on va commencer par la layer 1, donc la couche bleue. Là, on va y trouver par exemple Bitcoin, Ethereum et Solana. Alors, vous voyez que le rectangle, en fait, il va de la couche bleue à la couche noire. C'est que là, on est sur des layer 1 qui n'ont pas de layer 0. Donc, elles sont autosuffisantes. Voilà, Bitcoin n'a besoin de personne pour fonctionner. Il y a des blockchains, par ailleurs, qui ont fait le choix de s'appuyer sur un layer 0. Alors, les layers 0, je vous en cite 3 exemples ici. Alors, pardon, excusez-moi, évidemment, il n'y a pas juste 3 exemples.
Les layers 0, 3 exemples également, donc Cosmos, Polkadot et Avalanche. Donc, qu'est-ce qui se passe sur un layer 0 ? Vous allez trouver des usages directs comme sur un layer 1, mais les layers 0 sont faits alors, avec des philosophies différentes d'un projet à l'autre pour qu'on puisse venir y bâtir des layers 1. Et là, vous pourriez me dire, mais du coup, quel intérêt ? Si je peux bâtir un layer 1 autosuffisant comme Bitcoin, Ethereum ou Solana, pourquoi irais-je bâtir un layer 1 avec un layer 0, une sorte de dépendance en dessous ? Tout simplement parce qu'une des grandes problématiques des 5 à 10 prochaines années entre blockchains, c'est l'interopérabilité. Aujourd'hui, passer d'une blockchain à l'autre, c'est compliqué. Donc, c'est un peu des écosystèmes fermés avec ce qu'on appelle des bridges pour passer de l'une à l'autre, pour passer des actifs de l'une à l'autre, mais ce n'est pas extrêmement fluide. L'intérêt de bâtir une layer 1 avec un layer 0 en dessous, c'est que le layer 0 vous amène une interopérabilité native avec les autres projets qui seront bâtis sur la même blockchain layer 0 que la vôtre. Alors, si on prend des exemples de layer 1 bâtis sur un layer 0, donc là, je vous ai mis 3 exemples sur Cosmos et 3 exemples sur Polkadot. Donc, la Binance Chain, donc Binance a bâti sa blockchain sur le layer 0 Cosmos. Binance, c'est quand même pas le plus petit acteur du monde. Terra, rendu tristement célèbre par la catastrophe de l'UST de Luna d'il y a quelques semaines, ou Chronos, qui est la blockchain soutenue par Crypto.com. Pour ce qui concerne Polkadot, je vous ai mis trois gros projets qui sont Moonbeam, Akala et Astar. Si vous avez envie de voir ce que font ces projets, vous pourrez faire votre Dior à la suite de ce webinaire. Et en layer 2, donc le Lightning Network pour Bitcoin, je vous ai mis Polygon et Arbitrum pour Ethereum. Alors, c'est quoi un layer 2 ? C'est une couche qui va être conçue pour être extrêmement scalable, traiter un très grand nombre de transactions pour des frais qui sont extrêmement faibles, et ensuite venir écrire par bloc entier l'information dans sa blockchain mère. Donc, le Lightning Network, c'est ce qui est utilisé par exemple au Salvador. Pour ceux qui savent que au Salvador, on peut utiliser le Bitcoin au quotidien. En fait, c'est Lightning Network qui est utilisé parce que pour acheter une baguette, on ne paye pas les frais de transaction de la blockchain mère. Et puis de toute façon, elle n'est pas assez rapide pour ça. Et Lightning Network va agréger un certain nombre de transactions et il va venir les écrire de façon groupée dans la blockchain Bitcoin. C'est pareil pour Polygon ou Arbitrum. Voilà, donc on est moins sécurisé que la blockchain mère, mais on traite plus de petites transactions. Et au bout d'un certain nombre de transactions, on va aller écrire ça dans la blockchain mère et profiter de sa sécurité. Voilà, donc c'est vraiment un fonctionnement symbiotique entre un layer 2 et son layer 1. Je surveille, je suis arrivé au bout de mon temps, donc je vais faire très très vite. Donc les deux grandes vagues de 2020-2021, la DeFi et les NFT. Alors, la finance décentralisée, c'est simplement le fait de mettre en lien direct des utilisateurs qui ont des fonds, c'est-à-dire qui en ont besoin. Il n'y a plus de banque, il y a des protocoles qui vont mettre les gens en rapport les uns avec les autres. Je vous ai mis pour vous donner un ordre de grandeur le montant verrouillé sur les différentes grandes blockchains à fin 2021, donc ça a évidemment beaucoup bougé. Et vous voyez qu'à fin 2021, Ethereum, il y avait 129 milliards de fonds qui étaient en TVL sur des protocoles Ethereum. Voilà, une trentaine chez Binance. Et puis ensuite, on descend. Et donc, Ethereum était de très loin majoritaire sur le marché. Et là, je vous explique de façon ultra simplifiée une notion qui est importante si vous regardez la DeFi, c'est ce qu'on appelle l'impermanent loss. Très souvent dans la DeFi, vous allez déposer pour avoir un rendement, type rendement d'épargne, de crypto-monnaies. Et souvent une stable et une volatile. Donc là, vous avez la crypto-monnaie stable en rouge, la volatile en bleu ciel. Vous pouvez avoir un rendement très intéressant, mais dans la deuxième colonne, la crypto-monnaie volatile a baissé de 50%. Dans les histogrammes du haut, vous avez gardé juste les cryptos dans votre portefeuille. Donc, vous voyez que la crypto-monnaie rouge, vous en aviez 1000, vous en avez toujours 1000.
La crypto-monnaie bleue, vous en aviez 1000, il vous en reste 500. Donc, vous avez 1005 dans votre portefeuille. L'impermanent loss, c'est vous avez placé donc, sur un protocole vos deux crypto-monnaies à parts égales et ça va rester à parts égales. Donc, en schématisant, au fur et à mesure que la crypto-monnaie bleue va baisser, le protocole va vendre votre crypto-monnaie rouge pour racheter de la crypto-monnaie bleue pour que ça reste en valeur absolue à 50-50. Alors, pourquoi impermanent loss? Parce que le jour où le moins 50 s'est résorbé et qu'on revient en termes de cours à la même situation qu'à l'étape 0, bah, il n'y a plus d'impermanent loss et vous retrouvez juste le rendement d'épargne que vous a fourni le protocole. La question, c'est est-ce que la parité reviendra? Et sur la troisième colonne, vous avez le même effet qui se coule, mais ce coup-ci avec la crypto-monnaie bleue qui fait x2. Et ben, quand le cours de la crypto-monnaie bleue va monter, que va faire le protocole? Et ben, il va rééquilibrer et donc on va perdre de la crypto-monnaie bleue pour augmenter sa part de stable. Voilà. Alors, c'est schématisé, puisqu'en réalité, quand vous déposez vos fonds, vous achetez un pourcentage on va dire du livret commun. Mais voilà, en schématisé, ça donne à peu près ça. Et donc, à nouveau, c'est impermanent parce que le jour où les cours rebougent et qu'on revient au cours de quand vous avez déposé, bah, cette perte à la baisse ou à la hausse, eh ben, elle a été gommée. Et enfin, je termine par les NFT, donc les tokens non fongibles. Alors, ils n'ont pas forcément de cotation permanente, hein, c'est un peu l'offre et la demande. D'ailleurs, ils ont été popularisés par le NFT artistique. Et pourquoi NFT? C'est non-fungible token, token non fongible. Ça veut dire qu'ils ne sont pas interchangeables. Hein, un NFT, c'est un objet unique, soit lié à un sous-jacent réel, soit parce qu'il porte une œuvre d'art numérique, une création originale. Dans les exemples, on trouve des œuvres d'art numériques, purement numériques, des œuvres d'art numérisées, des objets de collection, des objets présents dans des jeux. Aujourd'hui, vous avez des jeux en ligne où l'épée que vous ramassez, l'armure que vous ramassez est un NFT. On peut donner des clubs ou à des lieux. Et donc, on peut imaginer que dans le futur, on ait des billets d'accès à des stades, des billets de train, des billets d'avion, des cartes de membres à des clubs qui soient sous forme de NFT, par exemple. Et on peut programmer des actions liées à un NFT, donc donner des droits à un wallet qui contient un NFT, pouvoir l'utiliser ou le louer. Il y a déjà des cas d'usage aujourd'hui où on peut louer un NFT et rétrocéder une commission au créateur original chaque fois qu'il y a une transaction sur le NFT. Voilà. Donc, si le NFT que j'ai créé va savoir multiplier par 100, eh ben, au moins je récupérerai une commission X à chaque fois. Et donc, c'est le marché du NFT artistique ou de collection. Donc, les JPEG pixelisés, les singes et autres qui ont fait beaucoup parler et qui ont popularisé, on va dire, le marché des NFT. Mais un, c'est pas que ça. Et deux, il faut une expertise quand la volatilité est extrême. Ceux qui vous disent qu'ils viennent de vivre un crash de crypto-monnaie, vous allez voir ceux qui avaient des gros portefeuilles de NFT, ça a été encore beaucoup plus dur que le crash des cryptos. Et les champs d'usage possibles sont exceptionnels. Là, on n'a de loin pas inventé tous les cas d'usage où le NFT rendra des services. Et voilà. Donc, disponible pour vos questions. Et voilà, j'avais dit que vous en direz un petit mot à la fin. Donc, on a lancé le premier site de notre projet ATOA, donc qui est un projet de tokenisation d'investissement immobilier. Voilà, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil et puis à nous suivre soit via l'inscription sur le site, soit via notre page LinkedIn. Alors, vous ne pouvez pas encore investir puisqu'on a pas mal de choses encore à travailler entre régulateurs. Mais on pense que c'est un beau projet qui avance bien. Et d'ailleurs, probablement qu'au troisième webinaire, on parlera de tokenisation d'actifs. Guillemette, je te passe la main parce que je ne vois pas le chat. Si vous avez des questions, vous prenez soit la parole, sinon vous les mettez sur le chat. Allez-y, c'était assez dense, ça allait assez vite, mais n'hésitez pas Ouais, j'ai à peut-être été un poil ambitieux. C'est pas possible qu'il n'y ait pas de questions.
Ne soyez pas timide. Je n'ai pas pu être clair à ce point-là. Écoutez, s'il n'y a pas de questions… Ah, merci Eric. Que penser des problèmes actuels? Est-ce la fin du Bitcoin? Bon courage, Mehdi. Ouais. Alors, je ne crois pas que ce soit la fin du Bitcoin, y compris sur le sujet énergétique. Voilà, je vais vous expliquer rapidement pourquoi. Alors, la seule chose qui peut acter, non pas une fin, mais un grand moment de difficulté du Bitcoin ou de tout autre projet crypto d'ailleurs, c'est le régulateur. Parce qu'on sait que si… on ne peut pas interdire Bitcoin, mais si l'État français ou l'Union européenne dit ben voilà, détenir du Bitcoin, c'est illégal, on sait déjà qu'en termes d'adoption de masse, donc ça dans un microcosme qui est les gens qui naviguent là-dedans aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Donc après, effectivement, les cryptos viennent de subir un crash, mais si on regarde l'amplitude du crash, Bitcoin est passé grosso modo de 70 000, qui était son ATH, à peu près 20 000 aujourd'hui. C'est de loin pas l'amplitude de crash la plus violente. Hein. Crypto et Bitcoin en particulier fonctionnent sur des cycles comme ça. Bitcoin existe. Donc, le cours, on va dire, du Bitcoin n'est pas un signe que ça va bien ou moins bien. C'est sûr qu'il faut avoir les nerfs solides. Et par contre, quand Bitcoin crash, tous les projets fragiles sont naturellement épurés également, de la même façon que quand la bourse crash, c'est les entreprises les plus fragiles qui disparaissent en premier. Ensuite, sur le sujet de la consommation énergétique, donc c'est un vrai sujet. Néanmoins, Bitcoin consomme une majorité d'énergie renouvelable parce que ça a la faculté de se déplacer, une ferme de minage. Et je vais être un peu cynique, mais même pas par esprit environnemental, juste parce que l'énergie renouvelable à coût marginal, c'est ce qu'il y a de moins cher. Les fermes de minage se déplacent près de l'hydroélectrique ou près du solaire à des moments où il y a des surplus pour acheter ces surplus à pas cher. On pourra les stocker un jour. Donc, la question se posera à ce moment-là. Et l'autre élément, c'est que je ne pense pas, à titre personnel, que Bitcoin devienne le système de transaction digital de tout le monde. Je pense que Bitcoin a un rôle à jouer demain comme actif de réserve qui sera probablement utilisé pour des montants très élevés, donc des échanges institutionnels, banques, etc., etc. Et que quand ce sera chez des particuliers, ça se passera soit sur Lightning Network, soit sur d'autres blockchains qui auront été un peu plus conçus pour ça. Parce que je n'imagine absolument pas Bitcoin migrer vers le Proof of Stake. C'est vraiment il a été bâti sur le Proof of Work et toute la communauté y est extrêmement attachée. Donc, il faut mettre l'usage qui justifie de consommer beaucoup d'énergie. Et donc, si ça remplace le fait de déplacer des centaines de tonnes d'or par camion, par bateau ou autre, effectivement, la balance énergétique va devenir intéressante. Si c'est pour payer sa baguette, ça pose un peu plus question. Voilà. Et à nouveau, là, vous avez sollicité un point de vue, ce n'est que le mien. Et je pourrais avoir un débat passionné et passionnant avec d'autres personnes qui vont dire que je suis trop ou pas assez. Hop. Une deuxième question. Quelle est la position des régulateurs publics, État, AMF, Europe, attentistes, réfractaires, volontaires? C'est une très bonne question. Alors, ça dépend des sujets. Et ça dépend vraiment des régulateurs. L'AMF a été extrêmement volontaire sur le sujet. La France a eu le PSAN, on pense ce qu'on veut, il y en a qui pensent que c'est trop restrictif, d'autres pas assez. On est quand même un des premiers pays qui a eu un vrai cadre pour les acteurs des actifs numériques. Voilà, donc moi je trouve que l'AMF est plutôt volontaire. Après, aujourd'hui, l'Europe rattrape le train. Elle ne le rattrape pas forcément de la bonne façon. Et pour être très franc, je
pour moi, il y a un vrai problème de compétence ou de mauvais lobbying, parce qu'on voit des mesures qui sont portées au niveau de l'Europe sous l'étendard de la protection du citoyen qui, moi, me font peur pour ma propre personne. Voilà. Donc, je donne un exemple tout simple. Constituer des bases de données où on dit qu'on va enregistrer l'adresse d'un wallet qu'il y a derrière avec une vérification de domiciliation, etc., etc., en disant c'est pour protéger contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Et donc, toutes les grandes plateformes vont devoir tenir un registre comme ça, comme font les banques pour les IBAN. Le problème, c'est que si on vous pique votre IBAN, on ne peut rien en faire. Si on vous pique votre adresse de wallet, on a publiquement accès aux transactions qui ont été faites sur ce wallet. Et donc, le risque, c'est que le jour où une base de données comme ça est hackée, vous ayez des gens mal intentionnés qui aient un répertoire avec les wallets qui font beaucoup, beaucoup de transactions, le nom, prénom du propriétaire et son adresse. Voilà. Et donc, on vend ça en disant on va protéger les gens. Et moi, je dis souvent, en fait, protéger les gens en mettant quelque part une base de données centralisée où il y a nom, prénom, adresse, combien de cash, de bijoux j'ai à la maison, ça ne ressemble pas à un truc qui va réellement protéger les gens. Plutôt, à mon sens, augmenter le risque. Voilà. Donc, l'Europe, c'est une vraie question. Et ensuite, au niveau des États, on retrouve les philosophies habituelles, c'est-à-dire que en Europe, déjà, tout n'est pas harmonisé. Les États cherchent plutôt à réguler avant que les cas d'usage naissent, qui parfois rend leur naissance compliquée. Et les États-Unis sont plutôt très open tant que ça n'a pas grossi. Et puis quand ça a pris de la place, ils viennent réguler parfois sévèrement. Là, ils ont attaqué la régulation des stablecoins. Ils ne plaisantent pas. Voilà. Mais ils régulent un USDT qui fait 80 milliards de capitalisation et un USDC qui en fait 60. Donc, ils ont attendu que ce soit gros pour commencer à faire du travail sérieux dessus. Merci. Question, y a-t-il régulièrement de nouvelles blockchains qui arrivent sur le marché? Et est-ce qu'il y en a des made in France? Alors oui, il y en a qui arrivent sur le marché, je ne peux pas dire tous les jours, mais probablement tous les mois. Après, c'est compliqué d'émerger parce que finalement, ce qui va faire que vous allez émerger, ce n'est pas le fait de créer une blockchain, c'est le nombre de cas d'usage et leur intérêt que vous proposez qui vont faire que vous avez des clients qui vont venir utiliser les cas d'usage qui sont développés sur votre blockchain. Ouais. Donc, on a du coup des phénomènes de blockchain qui sont créés, soutenus par des gens qui ont beaucoup d'argent et qui vont aller, par exemple, financer des jeunes entreprises avec des cas d'usage qui pourraient attirer des clients pour qu'ils viennent le construire sur leur blockchain. Mais effectivement, ce sera de plus en plus compliqué d'émerger. Plus on arrive tard, plus ce sera compliqué d'émerger, de la même façon que lancer un moteur de recherche aujourd'hui pour concurrencer Google, il faut vraiment arriver avec le cas d'usage exceptionnel, parce que si vous faites un moteur de recherche, aussi sympa soit-il que vous allez aller déloger Google. Et donc, est-ce qu'il y en a des françaises? Alors, il y a des projets français. Le gros projet d'ADN français, c'est Tezos. Je dis d'ADN français parce que ce n'est plus un projet franco-français, mais Tezos est né en France. Voilà, donc dans les gros projets, quand je dis gros, c'est qui peuvent boxer à l'échelle mondiale et qui sont nés en France, il y a Tezos. Et d'ailleurs, on a plusieurs grands groupes précurseurs sur le développement de cas d'usage blockchain qui travaillent avec Tezos. LVMH en particulier, pour vous citer un exemple, développe des cas d'usage sur Tezos. Question de Véronique. Peut-être à préciser, que penser des banques d'investir dans la crypto? Donc, je sais pas ce que... Alors, il y a plein de raisons pour qu'une banque investisse dans la crypto, entre guillemets. Alors, il peut y avoir le fait de proposer des produits bancaires indexés en crypto. Il peut y avoir le fait de proposer la conservation de crypto pour le compte de ses clients, donc quelque part avoir un compte bancaire pour y loger ses cryptos.
Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Alors, qu'est-ce que j'en pense? Je pense que c'est quelque chose d'intéressant au service de l'adoption de masse, parce que quand on ne sait pas faire, c'est rassurant de se dire qu'on peut s'appuyer sur un tiers pour faire. Maintenant, pour faire ça, il y a aussi des acteurs qui sont nés dans le monde de la crypto qui font ça. Pour ceux qui ont commencé à s'intéresser aux cryptos, vous êtes certainement tombé sur des vidéos de Asher, de Owen Simonin alias Asher, qui est le plus gros influenceur français du monde de la crypto. Son entreprise la plus connue, Just Mining, typiquement fait ça, pour un certain nombre de services financiers basés sur les cryptos, y compris la conservation de cryptos pour ses clients. Maintenant, si on revient à la on va dire, qui est stressante, hein, pas se mentir, le monde de la crypto, il y a un adage qui dit « not your keys, not your crypto ». Donc, vous ne détenez pas la clé privée qui vous permet d'accéder à vos cryptos, ce n'est pas réellement vos cryptos. Quand on dépose ces cryptos à la banque ou chez un tiers, quand on veut les récupérer, on demande au tiers à les récupérer. Donc, finalement, c'est lui qui a la main dessus, c'est lui qui peut donner l'ordre sur la blockchain de déplacer ses fonds. Donc, la philosophie de départ Bitcoin, c'est de dire, en fait, je suis le seul à détenir la clé qui me permet de déplacer mes cryptos ou d'en faire quelque chose. Et donc, elles sont réellement à moi puisque aucune autorité, aucun tiers ne pourra avoir la main dessus. Donc, il y a une idée de maîtrise de sa donnée, de maîtrise de ses fonds, de rendre le pouvoir à l'individu dans la philosophie de Bitcoin. Alors, je vais finir sur une note d'humour la réponse, mais quand vous êtes quelqu'un qui ne fait pas attention et balance son disque dur à la poubelle, hein, vous avez peut-être vu ce cas de quelqu'un qui va engager des millions pour fouiller la décharge de sa ville, quand vous balancez le disque dur sur lequel vous avez mis votre clé privée, plus personne dans l'univers ne peut accéder à vos bitcoins. Donc, ça remet quand même une responsabilité énorme sur l'individu que tout le monde n'a pas envie de porter. Voilà. Donc, comme d'autres acteurs centralisés viennent finalement délester un peu l'utilisateur de cette pression, de ce stress pour rendre l'adoption plus grand public. Donc après, c'est chacun sa philosophie, chacun ce qu'il a envie de faire. J'ai coutume de dire qu'on peut commencer par ce qu'il y a de plus confortable et puis monter tranquillement en compétences, manipuler des petits montants. Et puis quand on est suffisamment à l'aise et formé, on reprend complètement le contrôle. Merci pour la réponse. Je me permets juste d'intervenir parce que j'ai un problème de clavier. Donc, ma question n'était pas forcément bien formulée, mais en tout cas, vous avez bien répondu. Ma question de départ, c'était que penser des banques, notamment certaines banques françaises, qui permettent aux clients lambda d'investir en crypto. Puisque comme vous l'avez dit, moi, du coup, je trouvais ça antinomique avec la philosophie de départ, mais ça peut être sécurisant, comme vous l'avez dit. Et par contre, a priori, les banques garantissent la perte jusqu'à 100 000 euros, comme si j'avais placé dans une assurance vie. Et ça, j'ai trouvé ça très, très, très étonnant. Oui, alors, je vais juste moduler un petit peu. Quand on dit qu'ils garantissent la perte, je pense que dans ce cas-là, ils garantissent si jamais il y a un cas de hacking, entre guillemets, ou autre. Certainement pas que si vous avez investi 10 000 euros en Bitcoin, votre capital est garanti. Dans ce cas-là, il y a un autre cas qui existe où là, effectivement, il peut y avoir une garantie du capital, mais pas uniquement chez les banques. C'est un cas où vous investissez sur des jetons stables, donc de l'USDT, de l'USDC ou un jeton stable indexé à l'euro, même s'ils sont encore très petits. Et il y a un certain nombre de protocoles qui vous offrent un rendement intéressant quand vous y placez ces jetons. Et là, on peut avoir une garantie en capital, non pas que le protocole ne puisse pas être hacké, c'est qu'aujourd'hui, il y a aussi des assurances, y compris des assurances décentralisées sur la blockchain, qui vous disent, voilà, nous avons audité tel protocole, et donc on vous assure contre le hacking, voire contre un problème de taux de change entre l'euro et le dollar, moyennant telle partie de votre rendement. Donc, évidemment, plus c'est sécurisé, mais ça,
un adage Ça se paye. immuable. Voilà, plus c'est sécurisé, plus on va venir grignoter un petit peu le rendement. Voilà, donc oui, il y a pas mal de choses qui sont proposées. Et ce qui permet aux banques de faire ça aujourd'hui, c'est que voilà, on ne peut pas cracher sur la régulation. La régulation, elle amène des contraintes, mais elle permet aussi à des acteurs financiers de venir proposer des choses sur les cryptos, parce que l'AMF a mis pas mal de cadres, et que quand vous arrivez et que vous dites j'ai été enregistré par l'AMF ou je respecte telle régulation de l'AMF, ça rassure les acteurs financiers pour proposer les investissements. En sachant que la banque, elle demande un minimum d'investissement, on ne peut pas investir 500 €, quoi. Oui, alors ça, crypto. ce sera le cas chez les acteurs spécialisés. Probablement que si la banque fait ça, alors là, je spécule, mais je ne pense pas que je me trompe, si la banque fait ça, c'est qu'elle passe par certains acteurs crypto qui ont développé des services B2B pour les acteurs financiers, dont les banques. Et souvent, ces acteurs-là mettent des tickets d'entrée non négligeables. C'est ça. Voilà. Donc là, c'est probablement que la banque n'a pas développé. En fait, la banque revend un service qu'elle achète auprès d'un tiers. Merci beaucoup, c'était très précis. Avec plaisir. Est-ce qu'on a fait le tour des questions? Est-ce que si on lève la séance, personne ne partira? Écoute, on n'a plus de questions. De toute façon, n'hésitez pas, on va mettre en ligne sur YouTube cette vidéo. Vous pouvez encore nous envoyer des questions. Vous pouvez aller sur atoa.io, nous écrire, vous enregistrer sur la mailing list pour recevoir des nouvelles du projet. Voilà. Et n'hésitez pas à nous faire vos retours, même en message direct ou autre. Voilà, voir ce qu'on peut améliorer dans le format. S'il y a des thèmes que vous aimeriez voir abordés dans l'épisode 3 et les suivants, voilà, on s'appuiera évidemment dessus pour répondre à vos souhaits. Voilà, on espère que ça a répondu à pas mal de vos questions et que ça vous a plu. Merci. Très bon après-midi à tous.